Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce lundi 24 juillet. Stupeur dans la province de l'Ituri après le massacre de 14 civils par un élément de FRDC. Le soldat meurtrier a été arrêté après une brève cavale. C'est dans ce contexte que Bintou Keïta a entamé une mission officielle dans cette province sous état de siège. La chef de la MONUSCO entend pousser pour accélérer le processus de désarmement de groupes armés. À l'international, au Sénégal, l'Agence nationale de l'agriculture a approuvé une nouvelle feuille de route pour le développement de l'aquaculture. Bonsoir à tous, je l'ai annoncé en titre. Un soldat des FRDC de la République démocratique du Congo a tué 14 civils, dont des enfants et des femmes, dans la province de l'Ituri, à l'est de la RDC. Le soldat meurtrier, actuellement aux mains de la justice militaire, a tué ces civils qui auraient participé à l'enterrement de son fils décédé en son absence. C'était au village Choma, dans la province de l'Ituri. Suivez. En Ituri, l'incident intrigue encore. La justice militaire qui a mis la main sur le meurtrier, après sa brève cavale, s'apprête à ouvrir un procès pour rendre justice aux 14 victimes. Selon le baromètre sécuritaire du Kivu, le soldat a visé particulièrement ceux qui auraient participé à l'enterrement de son fils décédé pendant son absence du village. Bien que le vrai mobile de ce carnage n'est pas encore connu, l'Ituri est encore sous le choc. Dans cette province où le groupe armé Codeco et ADF multiplient des massacres des civils, des incidents de certains soldats congolais sont parfois aussi enregistrés. En avril 2022, toujours dans la province de l'Ituri, un soldat ivre avait tué 8 personnes, dont 5 civils. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en cette province, avait alors parlé d'un cas isolé qui ne pouvait entamer la discipline militaire au sein des unités engagées au front. En juillet 2022, un autre militaire ivre, lui aussi, avait tué 12 personnes, dont une fillette de 2 ans dans la province du Sud Kivu. Au lendemain de ce carnage, Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, a entamé une mission officielle dans cette province sous état de siège. La chef de la MONUSCO a eu une séance de travail avec le lieutenant général Johnny Luboya, gouverneur de l'Ituri. Elle devra effectuer également plusieurs visites, notamment à Djougou. Elle a visité déjà le centre de coordination des opérations conjointes des FRDC et de la MONUSCO à Bunia. Bintou Keïta pousse également pour accélérer le programme de désarmement des groupes armés. La formation de la troisième guerre de Kinshasa a été clôturée à l'amphithéâtre général de corps d'armée Mobutu Sese Seko du Centre supérieur militaire. Cette cérémonie, présidée par le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale, a également scellé l'ouverture de la nouvelle année pour la 4e promotion. Fiston Oleko. Cette cérémonie de clôture de formation de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa a eu lieu en présence du chef d'état-major général des FARDC, le général Christian Chiwewe Songesha, le patron de la maison militaire du chef de l'État, le représentant de l'ambassadeur de France, mais aussi plusieurs officiers généraux et supérieurs des FARDC. Selon le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba, apprendre pour un officier est un devoir vis-à-vis de la nation. Il a souligné que la clôture de cette 3e promotion de l'école de guerre intervient dans un moment critique où la RDC et la sous-région sont en insécurité. La 3e promotion termine sa formation au moment où la sous-région en général, et plus particulièrement la République démocratique du Congo et son armée, sont confrontés à un défi majeur d'insécurité. N'est-ce pas dans le but de relever le défi qu'un État s'inscrit dans la logique d'une formation continue? Pour relever le défi qui s'impose à un officier, Jean-Pierre Bemba Gombo a fait savoir ce que les hauts gradés de l'armée doivent éviter et ce qu'ils doivent faire pour l'atteinte de leurs objectifs visant l'intérêt général. Ressortissants des pays amis et Congolais ici présents, vous devez en être conscients et retenir qu'un officier et de surcroît un officier breveté de l'école de guerre doit éviter 3 mots: la honte, le parjure et l'échec. Et il doit aimer 3 vertus: l'honneur, la réussite et l'excellence.
C'est depuis 2020, sous l'impulsion du chef de l'État Félix Tshisekedi, que l'école de guerre de Kinshasa a été créée avec pour devise « Faire briller nos forces armées ». Elle travaille en partenariat avec l'université de Kinshasa, un partenariat qui a abouti au développement d'un programme de master en études stratégiques, défense et sécurité. Toujours dans le domaine de la sécurité, Silvano Kasongo rassure sur l'exécution de sa nouvelle fonction avec honneur, je cite, et met en garde contre les faux bruits. Ancien commissaire divisionnaire adjoint de Kinshasa, nommé pour occuper le même poste à Chikapa dans la province du Kasaï. Et alors qu'il est absent de Kinshasa, le général Silvano Kasongo a fait l'objet de plusieurs bruits dans la capitale congolaise, notamment sur les réseaux sociaux et dans plusieurs médias. Il se murmure des informations qu'il qualifie de calomnieuses et diffamatoires à son endroit, prétextant, je cite, son déplacement comme étant contre sa nouvelle affectation. La voix de la RDC sera entendue dans le monde pour dénoncer l'agression dont le pays est victime. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, participera en septembre prochain à Séoul, capitale de la Corée du Sud, au sommet international sur la paix et la restauration de la lumière dans le monde. Une organisation assurée par Heavenly Culture World Peace Restoration of Light, une structure internationale qui a pour mission de prêcher la paix. Les responsables de cette structure ont été reçus ce lundi au ministère de l'Intérieur. Je vous propose de suivre Alberto Nsadissa, porte-parole de la structure. Établir la paix dans le monde. Voilà pourquoi HVPL organise à chaque fois une manifestation, soit en cérémonie, pour commémorer ce moment-là, au moment de la fondation de cette organisation. Et il y a un sommet sur la paix qui sera organisé en Séoul le 18 septembre. Alors sur on organise ces sommets pour pouvoir permettre à plusieurs États de se connaître, mais également de proposer leurs problèmes. Voilà pourquoi ici, nous sommes venus pour voir le VPM, pour l'inviter à participer également à ces sommets, parce qu'ici en RDC, il y a la guerre qui gangrène encore une fois à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi la participation de la RDC fera ce que ces problèmes puissent se connaître au niveau international et que la paix puisse s'établir également ici dans notre pays. Mais également, HVPL, un système de paix, l'éducation à la paix. L'éducation à la paix permet à ce qu'on puisse réellement enseigner les étudiants, les élèves de l'école maternelle ainsi que primaire à adopter cette culture de paix. Parce que la guerre est une idée. Cela commence par la conception. Et cela passe par la réalisation, la concrétisation, l'action. Voilà pourquoi en changeant la mentalité des gens, des Congolais que nous sommes, on va réellement établir. À moins de 7 jours du lancement officiel de 9e jeu de la francophonie, le président de la République Félix Tshisekedi a visité le stade Tata Raphaël qui figure parmi les sites devant abriter cet événement de portée mondiale. Au terme de cette visite, le chef de l'État s'est dit plus que rassuré pour la tenue de ces jeux. Suivez. Au stade Tata Raphaël, l'infrastructure est prête, disons-le, à 95%. Pour accueillir dans les normes internationales les différentes disciplines sportives des 9e Jeux de la francophonie prévus dans ce site, notamment le football, le tennis de table, le judo et la lutte libre. À sa descente du véhicule, c'est la salle d'accréditation que le président Félix Tshisekedi visite en premier et ensuite le restaurant, visiblement en sa phase terminale. S'en est suivi la salle de gymnase de tennis de table avec la capacité d'accueil de 2500 personnes. Le président Félix Tshisekedi a poursuivi sa visite d'inspection à la salle de compétition de judo et lutte libre. Ce complexe comprend des vestiaires et lieux d'aisance répondant aux exigences de l'OIF et a une capacité d'accueil de 1500 personnes. Les athlètes déjà présents à Kinshasa ont déjà démarré les entraînements. Pour ce qui est du terrain de football, la capacité d'accueil est de 45 000 personnes et qui est également à sa phase terminale. Le président de la République a martelé sur la finition dans 48 heures. Les dortoirs étaient les derniers complexes visités. En début de soirée, le chef de l'État a clos sa visite par une note plutôt satisfaisante. 10 bâtiments sur 15 sont prêts pour accueillir 2500 personnes. Il est impérieux de rappeler que les Jeux de la francophonie
qui auront lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août ont mobilisé un nombre impressionnant de ressources aussi bien humaines, physiques que financières, en générant plus de 10 000 emplois directs et 15 000 indirects au profit des Congolais. Le chef de l'État était également au stade des Martyrs, toujours dans le cadre de la visite des infrastructures qui devront accueillir les Jeux de la francophonie. Recruter plus d'1 million de membres à Kinshasa, tel est l'objectif que s'est assigné le parti Agissons pour la République AREP. Membre de ce parti et candidate à l'élection législative nationale, Madame Liliane Kalinga-Ebibombe milite pour le recrutement de nouveaux adhérents à Kinkole-Manara, un quartier de la commune de Lantsele. À ses adhérents, elle a expliqué le slogan du parti « Que chacun fasse sa part ». Un slogan symbolisé par l'oiseau colibri, Jojo Moulamba et Ene Kabamba. Les élections générales en République démocratique du Congo sont dans moins de 200 jours. Chaque parti politique, chaque candidat fourbit ses armes pour qu'il obtienne l'adhésion d'un plus grand nombre de membres au projet des sociétés proposées. C'est le choix qu'a fait Mme Liliane Kalinga-Ebibombe qui se présentera cette année avec les soutiens de son parti AREP, piloté par le visionnaire maître Guy Londomboyo. Ces démarches trouvent des appuis solides à Kinkole-Manara, un des quartiers peuplés de la commune de Lantsele. Vendredi 22 juillet 2023, la future candidate à l'élection législative nationale Liliane Kalinga-Ebibombe est allée à la rencontre de nouveaux adhérents d'AREP dont l'objectif est de recruter plus d'1 million de personnes dans la capitale congolaise. Les slogans d'AREP « Que chacun fasse sa part » est symbolisé par un oiseau qu'on appelle colibri. Pourquoi colibri? Liliane Kalinga-Ebibombe explique ses mystères. C'est le colibri, symbole du parti. Il est tout petit et a un long bec. Mais qu'est-ce qu'il fait concrètement? Il s'est dit, s'il part, toute la forêt sera brûlée. Dans ces pays, nous devons arrêter à compter seulement sur une seule personne et on ne doit jamais croire que seule une personne peut changer les choses dans ces pays. Il faut que nous puissions tous nous mobiliser pour changer les choses. C'est ça la philosophie d'AREP. Donc, chacun doit faire sa part. Au terme de cette rencontre, les membres d'AREP ont réaffirmé leurs convictions militantes et développé l'argumentaire pour un Congo émergent et prospère. Rajeunissement de la fonction publique, la ministre nationale du Travail, de l'Emploi et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, a lancé le test d'embauche à l'Inspection générale de travail hier dimanche 23 juillet à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. C'était en présence du vice-gouverneur de cette province et de la commissaire provinciale en charge de l'emploi. Suivez. Ce sont quelques 1071 candidats qui ont passé le texte d'embauche au poste d'inspecteur, contrôleur et agent d'administration de l'Inspection générale du travail ce dimanche 23 juillet 2023 à Lubumbashi. Le concours a été lancé par la ministre nationale du Travail Claudine Ndoussi. 28 000 candidats passaient sur toute l'étendue de la République pour 2349 postes à pourvoir. Rajeunir et doter la fonction publique d'un personnel adapté à la modernité est la mission poursuivie par le gouvernement congolais en organisant ce test de recrutement des inspecteurs
contrôleurs du travail et agents d'administration de l'inspection générale du travail. La commissaire provinciale du travail, Angélique Kyungu, a invité les futurs fonctionnaires de l'État à bien représenter l'État congolais en accomplissant loyalement le travail et en créant un bon climat de travail. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua Kimimba, quant à lui, exhortait les candidats qui seront retenus à représenter une nouvelle image de l'administration publique. Vous accéderez bientôt aux fonctions publiques, vous représenterez partout la loi, l'État et défendrez l'intérêt de vos semblables. Je souhaite vivement que parmi vous, on n'entende pas parler de ces fléaux qui salissent notre dignité. La ministre nationale du Travail, Claudine Ndoussi, a rassuré les candidats que ce recrutement est basé sur la méritocratie et non sur le clientélisme. Je voudrais vous rassurer du sérieux de ces processus et vous encourager à bien travailler. Les recrutements touchent l'ensemble du territoire national et vous avez la chance et le privilège et l'obligation de redorer l'image de l'inspection générale du travail dans l'avenir. Le Haut-Katanga enregistre plusieurs plaintes des travailleurs, d'où le candidat retenu dans la province aura la lourde charge d'améliorer le climat social du travailleur, a conclu Claudine Ndoussi. Le candidat retenu suivront par la suite une formation pour leur permettre de bien exercer leur travail. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à la page internationale. Au moins 9 morts dans un crash d'un avion civil à Port Soudan. Selon l'armée soudanaise, cet accident serait dû à des raisons techniques. Plus ample détail avec nos confrères d'Africa News. 9 personnes sont mortes dimanche soir dans le crash d'un avion à l'aéroport de Port-Soudan dans l'est du pays. Un enfant a survécu au crash de cet avion civil Antonov alors que 4 soldats sont morts. Selon l'armée, l'accident serait dû à des raisons techniques. Cet aéroport est le seul encore fonctionnel dans ce pays ravagé depuis plus de 3 mois par une guerre civile qui oppose régulièrement les armées des généraux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo. La guerre a déjà fait plusieurs milliers de morts et des millions de déplacés et réfugiés. Au 100e jour des combats, l'armée a déployé des forces d'infanterie à Khartoum pour lancer des opérations terrestres contre les forces de soutien rapide. De plus, elle a établi des camps d'entraînement pour recruter des volontaires dans les États du Nord, de l'Est et du Centre. Ce lundi, la coalition pro-démocratie des forces pour la liberté et le changement se réunit au Caire pour la première fois depuis le début de la guerre au Soudan. Au Sénégal, l'Agence nationale de l'agriculture a approuvé le week-end dernier une nouvelle feuille de route pour le développement de l'aquaculture au cours de 10 prochaines années, d'un coût total de 129 milliards de francs CFA, soit 219 millions de dollars américains. Ce plan sera principalement mis en œuvre avec la coopération de l'Agence américaine pour le développement international. Jojo Moulamba. Dans ces pays de Léopold Sédar Senghor, la pêche fournit la quasi-totalité de l'offre de produits halieutiques, alors que dans les secteurs, la menace d'un épuisement des stocks plane, les autorités s'épanchent davantage sur le développement de l'aquaculture. Le week-end dernier, elles ont adopté un nouveau plan de 219 millions de dollars américains pour accroître sa production aquacole d'ici 2033. L'ambition est d'atteindre d'ici 2032 une production aquacole de 68 000 tonnes contre un stock tournant actuellement autour de 1600 tonnes. Parallèlement, la feuille de route prévoit aussi de faire passer la production locale de l'évin à 170 millions d'individus par an, ainsi que celle de Provendes pour poissons à 90 000 tonnes à terme. En ce qui concerne les retombées socio-économiques, il est attendu la création de plus de 50 000 nouveaux emplois dans le secteur contre seulement 2 000 présentement. Dans le cadre du plan, les autorités prévoient également de mettre en place des mesures incitatives pour attirer plus d'opérateurs privés dans le secteur aquacole, d'installer des zones économiques spéciales et de multiplier de partenariats publics-privés en vue de développer des projets d'investissement. Il faut noter que
La nouvelle feuille de route vient s'ajouter à d'autres stratégies actuellement déployées par l'exécutif dans les secteurs. On peut citer notamment la lettre de politique sectorielle de développement de la pêche et de l'aquaculture qui couvre 2016-2023 ou encore le plan national d'adaptation du secteur de la pêche et de l'aquaculture face au changement climatique à l'horizon 2035. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres. Stupeur dans la province de l'Ituri après le massacre de 14 civils par un élément des FARDC. Le soldat meurtrier a été arrêté après une brève cavale. C'est dans ce contexte que Bintou Keïta a entamé une visite officielle dans cette province sous état de siège. La chef de la MONUSCO entend pousser pour accélérer le processus de désarmement de groupes armés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.